Salut à tous et bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier. Aujourd'hui, à l'occasion, on est quasiment dans le compte à rebours du 1 an avant la sortie du prochain film Power Rangers. Je me suis dit qu'il était quand même préférable de revenir un petit peu sur le peu d'informations que nous avons du film. Et on va revenir sur la série qu'elle adapte, c'est-à-dire Mighty Morphin Power Rangers. On reviendra sur du coup les 3 saisons ainsi que le premier film Power Rangers de 1995. Pour cette lourde tâche, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Walamar. Salut à toi Walamar. Salut SMO, Comment bonjour tout le vas-tu? monde. Bah bien ma foi, bien merci. On va parler Power Rangers, c'est quand même une série qui a bercé mon enfance, donc ouais, on va être bien. Je suis donc aussi avec Megiddo. Salut à toi Megiddo. Salut à tous, Comment vas-tu? très bien, même si j'ai un peu galéré pour venir. Ça nous arrive tous, t'inquiète. Et je suis accompagné de Spider. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, et vous? Eh ben, Donc, moi ça va. très content d'être là, et puis espérant qu'on va bien parlementer sur ce qui intéresse tout le monde en ce moment. T'inquiète pas, on va pas bien parlementer et tu peux me tutoyer, t'inquiète pas. Je sais que je suis un dieu, mais rassure-toi, tu peux me tutoyer. Ça commence. Allez, Evan commence direct. Messieurs, nous allons revenir un petit peu sur le prochain film de 2017, non pas les élections présidentielles, parce que c'est un film à non. part entière, mais nous allons revenir sur le prochain film Power Rangers, donc développé... Je dis développé, non, ce n'est pas un jeu vidéo. Oui. J'ai tellement Des l'habitude. formations. Voilà, des formations professionnelles. Non, il sera produit par Saban Brands et du coup également produit par Lionsgate. Lionsgate qui du coup a fait les Twilight ou les Hunger Games très récemment. On va revenir sur les 5 nouveaux Rangers. Donc on parlera ensuite de votre avis sur le choix de ces 5 Rangers. Donc je ne me rappelle jamais de son prénom. C'est Dacre Montgomery qui du coup incarnera le Ranger rouge. Becky J qui incarnera le Ranger jaune. Ludiline, non ce n'est pas une fille, c'est bien un mec, je précise, qui incarnera le Ranger noir. Et nous avons encore donc Naomi Scott qui incarnera le Ranger rose et R.J. Seiler qui incarnera le Ranger bleu. Alors on va commencer du coup par Spider, pour le coup, une fois n'est pas coutume. Que penses-tu de ce nouveau cast? Alors, que penser? On reste sur un casting plutôt jeune, ils ont tous à peu près le même âge, ils sont pratiquement tous inconnus au bataillon, dans le sens où Dacre Montgomery, qui va incarner le Ranger rouge, lui, il est mannequin à la base, il a pas vraiment de vie professionnelle dans le cinéma. Et c'est surtout que, en plus, pour interpréter des personnages que l'on a connus avec un certain charisme, je pense que ça va pas être facile pour des acteurs tout comme lui qui sont entre guillemets débutants dans ce domaine-là. Après, il y a eu une petite polémique aussi avec Ludivine et R.J. Seiler par rapport aux personnages, parce que tout le monde parle des personnages comme étant les premiers personnages de la saga, c'est-à-dire Jason, Trini, Zach, Billy, etc. Parce que c'est ce qu'on avait vu sur sur des feuilles de casting, etc. Mais aujourd'hui, le R.J. Seiler, qui est un homme d'origine black, ne sera pas le Ranger noir, il est le Ranger bleu, et ça a fait un petit peu polémique dessus. Et moi, finalement, je trouve ça plutôt bien, parce qu'en fait, ils ont essayé de la jouer différemment pour pas recommencer à être attaqué comme ça s'était passé à l'époque. Un peu Power Ranger, hein. Voilà, justement, voilà. Je reviendrai sur 2-3 points que tu as mis dans ton discours. Je vais du coup passer la parole à Walamar. Que penses-tu Oui. du coup de ces 5 nouveaux Bah, Rangers? ouais, des petits jeunes, après, ils ont comme ça, ils ont une sacrée pression sur les épaules, parce que le 5 de base de Mighty Morphin, quand même, est resté culte. Ça va être dur de passer derrière un Austin St. John's ou un David Yost, hein. Faut voir ce que ça va donner. Euh, bon, ces petits nouveaux, bon, à part une qui a vraiment une carrière derrière elle, j'ai plus le nom. Bon, faut voir. Faut voir. Alors, je voulais revenir sur Après, un ouais, point que tu disais justement, Spider. Tu expliquais que comme Dacre Montgomery apparemment était mannequin, il n'a pas forcément une expérience dans le cinéma. C'était un petit peu le cas aussi de la plupart des acteurs de la première série. Eux-mêmes n'étaient finalement pas de très grands acteurs, ils débutaient. Certains même étaient même là pour du coup se payer leurs études. Est-ce que finalement c'est peut-être une sorte d'hommage ou de continuité directe à la série d'origine?
Peut-être, mais en fait, pour revenir sur le casting de la série d'origine, ils ont quand même été choisis par rapport à leurs compétences sportives au niveau des arts martiaux. C'est surtout ça. Mais ça, c'était Euh, pour la première série aussi. Ils étaient aussi très doués justement pour tout ce qui était arts martiaux. voilà. Donc en fait, à l'époque, ils ont voulu des personnes qui n'étaient pas forcément acteurs, mais qui étaient assez sportifs dans différents domaines, et notamment David Yost, Austin St. John, et même Jason David Frank par la suite, étaient dans le domaine des arts martiaux avec du karaté, etc., quoi. Donc ils ont vraiment été choisis plus pour ça que pour leur côté. Pour leur côté acteur. Tandis que là, c'est un petit peu différemment. Ils n'ont pas spécialement ce côté-là sportif, même si on sait très bien qu'ils suivent des entraînements et tout pour les préparations de tournage du film. Ils ne l'ont pas spécialement. Donc, je reprends l'exemple avec Dacre Montgomery. Il s'est préparé déjà lui physiquement avant de partir sur les lieux de tournage et il a continué un entraînement un petit peu avant le début du film, justement avec les équipes d'encadrement, etc. Quand on voit sa photo qui avait été dévoilée lors de son annonce, comme quoi il serait dans le film et qu'il serait le Ranger Rouge, et qu'on le voit maintenant, on s'aperçoit qu'il a vraiment pris niveau corpulence, niveau musculature, etc. Vraiment pour interpréter le personnage du Ranger Rouge dans ce film. Justement, en parlant de carrure et de musculature, moi c'est un avis personnel, mais je trouve que Ludivine, du coup le ranger noir, a quand même une carrure et du coup alors c'est peut-être un délit de faciès, je ne sais pas, mais il a plus la tronche du leader étrangement plutôt que de Dacre Montgomery. Alors ce n'est que mon interprétation, mais j'ai l'impression que Dacre Montgomery est plus assez frêle. En tout cas, il donne cette impression-là. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Ludivine, c'est le plus âgé du casting. Des 5 Rangers, c'est le plus âgé. Oui. Il a 28 ans, les autres sont beaucoup plus jeunes. Parfois de très très peu, mais voilà, ils sont beaucoup plus jeunes. Et effectivement, d'après ce que j'ai lu, c'est peut-être au niveau des garçons, c'est peut-être lui qui a le plus d'expérience. Alors du coup, j'ai aussi donné la parole à Megiddo. Alors que penses-tu du coup de ces 5 nouveaux rangers annoncés pour le film? Ben, j'ai rien de particulier à dire pour le moment, comme c'est des acteurs que je connais pas, donc je les ai pas vus dans d'autres films. Donc moi j'attends de voir justement les premières images de tournage, enfin les premières bandes annonces, les premiers extraits vidéo pour voir vraiment ce que ça donne, quoi. C'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Spider. Certains acteurs, en fait, enfin comme Dacre Montgomery, sont à la base mannequins, donc ils n'ont pas forcément d'expérience dans le cinéma. D'autres comme Becky J, elle, par contre, a une expérience enfin, elle a un peu plus d'expérience déjà dans le domaine. Donc déjà, ça peut peut-être jouer également dans le film. Mais c'est ce que je voulais dire également tout à l'heure. C'est-à-dire que au final, c'est un petit peu comme une sorte d'hommage ou de continuité directe avec Mighty Morphin. À l'époque, eux-mêmes n'avaient pas pris des gens qui étaient très spécialisés dans le domaine de la comédie. Donc c'était un petit peu leur premier rôle, Power Rangers. C'était le cas d'Amy Jo Johnson, c'était le cas également d'Austin St. John. Donc voilà, au final, ça reprend quelques bases venant également de la série. Donc moi, à titre personnel, je trouve ça vraiment bien comme... alors, c'est pas vrai, je pense que c'est vraiment involontaire comme truc, mais moi, ça me fait rire justement ce genre de choses. À moins que Saban a voulu faire que les cinq Rangers soient vraiment. C'est peut-être un souhait de Saban, hein, tout Oui, simplement. bah, tout à fait, hein, en même temps, il est également producteur du film, donc c'est peut-être ça aussi, hein. On va aussi parler du coup de la nouvelle Rita Repulsa, incarnée par Elizabeth Banks. Là, je sens que Walamar est dans le starting block, il a envie d'en parler, alors je vais te donner la parole. Ah ouais, que dire sur Elizabeth Banks? Elle a joué dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, voilà, rien que ça, donc c'est pas du petit casting, hein. Elle était Betty Brant, hein, pour info, elle était Betty Brant, ouais. voilà, la petite secrétaire au Daily Bugle. Elle a Pour fait faire Zach et Mary pour un porno. Ouais, alors Oui, voilà, c'est vrai. malheureusement. Elle a joué dans Hunger Games, le rôle d'Effie Trinket. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et surtout, elle a aussi joué dans Scrubs. Scrubs, ouais. C'est là qu'on peut se dire que JD, son frère, c'est quand même Harrison Wells de Flash, et sa copine, c'est quand même Rita Repulsa. Ce qui est quand même vachement la classe. Oui, c'est du couple culte là. Voilà. Petite référence geek, désolé. Voilà. Les fans fiction vont tourner à bloc après. Bien sûr. On va faire un petit tour de table. Avez-vous tous vu le nouveau costume de la nouvelle Rita Repulsa?
Bien sûr. Je pense plutôt que ça risque d'être un costume évolutif. Voilà. Bah, il y a déjà 2 photos où on voit qu'il y a 2 Ah, costumes différents, donc Voilà, tout à fait, effectivement. Alors après, dans quel sens ce sera au niveau des costumes pour le film? Aucune idée, hein, on sait pas comment ils font. On sait très bien que une scène de fin peut être tournée avant une scène de début oui. pour un film. Mais effectivement, je pense que le costume, donc, où elle est avec son costume vert, etc., je pense que c'est son costume final. Et effectivement, on est très très loin du costume de la sorcière Qui de est la resté culte, série. hein. Voilà, qui est resté très culte. Et moi, je me dis, pourquoi pas, quitte à redonner un coup de jeune à une licence qui a beaucoup de mal à repartir, pourquoi pas miser sur des nouveaux costumes, des nouveaux designs et faire en sorte que justement on soit plus dans le contexte actuel et beaucoup plus fun, beaucoup plus moderne. Alors justement, moi le costume vert, en tout cas c'est le seul que j'ai vu, je n'ai pas vu d'autres costumes. Forcément qu'il s'éloigne du design de la Bandora originale, donc qui était la Rita Repulsa originale, donc japonaise. Après je n'ai pas vu de sceptre pour Elizabeth Banks. Ici, il y en a un. Il y en a un. Alors je l'ai Il pas y en a vu, un. hein, moi, c'est juste un détail. Et bon, par contre, le costume vert, je pense qu'on pourrait tous s'accorder à dire que c'est un costume Bulbizarre. Voilà. Bah, je vais juste voir, ouais. Oui. moi, il fait plus Voilà. penser à Mortal Kombat, quoi. Oui aussi, oui aussi. Ah oui, oui. Pas faux, bien joué. Bah chacun ses références, hein. Moi c'est Oui, Pokémon, un toi petit Mortal Kombat. ouais. Ah non, je suis pour le Mortal Kombat, ouais. Donc je suppose que ça va finir en Fatality, c'est ça? En espérant pas que ce soit une calamité, ouais. En parlant du coup des costumes, on va pouvoir revenir ensemble sur les costumes du coup des 5 Rangers. Les fameux 5 costumes. Oui. Les Cybermen. Oh là là. Les Iron Rangers, comme certains disent. Non, moi je dis non. Alors, oui, il y a du Iron Man, mais moi ça me fait penser vachement au Cyberman de Doctor Who. Alors voilà, on va commencer. Voilà. On va commencer. Speedor, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, beaucoup de renouveau. Effectivement, tout le monde parle d'inspiration du costume d'Iron Man et tout. Oui, effectivement, pourquoi pas. Mais si on regarde bien, il y a quand même des petits détails qui rappellent aussi le film de 1995. Notamment un seul losange blanc sur le torse de chaque ranger. On voit bien que chaque ranger sur le torse, c'est quand même une armure, un petit peu comme sur 95, qu'ils ont des épaulettes un peu dans le style de 95. Bien sûr, tout redessiné, tout redesigné, pour que ce soit beaucoup plus dans l'air du temps. L'air du temps. Et en même temps, alors, moi j'ai lu, hein, il y en a beaucoup qui sont contents, il y en a beaucoup qui critiquent, il y en a beaucoup qui sont mitigés. Certains disent que c'est du copier-coller des super-héros de Marvel, DC Comics, etc. Oui, mais justement, aujourd'hui, quand on regarde par exemple le costume de Superman dans Man of Steel ou Batman vs Superman et le costume de Superman des années 60-70 avec son petit slip rouge, effectivement, on préfère le costume d'aujourd'hui. Et ben, Ah bah oui. pour Power Rangers, c'est pareil, il faut arrêter de faire de l'amalgame, il faut arrêter de comparer, faut prendre ce qu'on nous donne. Et moi je dis pourquoi pas. Là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est avec les casques, dans le sens où effectivement le casque du Ranger rouge et le casque du Ranger rose, effectivement, rappellent bien quand même les casques un petit peu originaux, sachant que pour le rouge, je trouve que c'est un mélange quand même du Ranger rouge de Mighty Morphin et du Ranger rouge donc de Megaforce. Je trouve que c'est un mélange des deux. Après le noir, j'ai vu des détails qui font que effectivement, oui, on retrouve bien quand même le stéréotype du mastodonte, mais le bleu et le jaune, je suis complètement largué, donc j'attends de voir si on va vraiment avoir un Triceratops et un Smilodon, ou ce sera deux ordres différents qui vont représenter, je ne sais pas du tout. Mais dans l'ensemble général, les costumes, moi, me plaisent, et en plus, ce qui est assez bien au niveau détail, si vous faites bien attention, c'est que au niveau des bottes, des gants, des genouillères, etc., chaque ranger a des motifs totalement différents, quoi. Ce que je suis en train de voir, oui. Ouais, Alors voilà. justement, je vais enchaîner avec Walamar. Alors toi, ton avis sur les nouveaux costumes du film Power Rangers? Alors, je suis en train de voir les armures. C'est un habile mélange entre vraiment des parties métalliques et des parties, du moins spandex collants. Parce qu'on voit au niveau des... bah là, je suis en train de voir l'armure du Ranger rouge. Il a la jambe légèrement pliée. Donc, on voit les plis du tissu. Donc voilà, c'est vraiment un habile mélange. C'est pas une armure 100% métallique à la Iron Man.
C'est vraiment une armure, comme je disais, à la Cybermen, quand les Cybermen ont été de retour dans Doctor Who. Là, j'ai parlé de mon fandom là. Ça a été vraiment un habile mélange entre du métallique et justement des parties tissues, si je puis dire. Donc oui, ils me plaisent. On va du coup enchaîner avec Megiddo du coup. Alors Et- toi, que penses-tu du coup de ces nouveaux costumes? Ben, je suis pas surpris parce que c'est à peu près à ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais vraiment justement à un côté justement Iron Man, Cyberman, même je trouve qu'il y a même un peu de Guyver. Je sais pas si vous vous souvenez des deux films Guyver des années 90. Mac, Guyver. Non, non, Guyver, c'est un super manga qui a été adapté en film live dans les années 90 par les Américains par deux fois. Et je trouve qu'il y a un petit côté de ça pour du deuxième film Guyver où on retrouve un peu justement ce côté armure un peu extraterrestre, un peu organique, métallique. Moi, si je peux me permettre, alors je vais quand même donner un peu mon point de vue vis-à-vis de ces armures. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir un petit peu modernisé ces armures. Parce que les anciens costumes dataient quand même d'il y a 20 ans, pratiquement, même si ça date d'il y a 20 ans. Ben oui. Mais le souci, c'est que ce n'était peut-être pas forcément adapté à notre époque moderne. Il fallait forcément renouveler et moderniser un peu tout ça. Mais en y repensant bien, Doctor Who a réussi à faire la même chose avec les Cybermen. Marvel a fait la même chose avec Iron Man. Et je suppose qu'il y a d'autres choses comme Robocop notamment, il y a 2 ans qui est sorti au cinéma, qui lui aussi a eu droit à un costume assez renouvelé. Et finalement, je me dis, ça ne me dérange pas parce que ça apporte des petites touches piochées à droite et à gauche. Il y a 2-3 petites choses qui viennent par exemple de Robocop, 2-3 touches qui viennent de Iron Man, 2-3 touches qui viennent des Cybermen, 2-3 touches qui viennent des Power Rangers, de différents Power Rangers en plus. Finalement, on trouve vraiment une influence assez palpable venant d'un petit peu partout. Après, c'est vrai que comme disait Spider, les casques rouges et roses sont très 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 fortement inspirés de la série. Je trouve qu'il y a aussi une toute petite touche pour le bleu qui pourrait venir de la série. Oui. Un peu moins pour le Ranger noir. Par contre, j'ai aussi remarqué parmi les réactions de fans que apparemment la Ranger jaune, cette fois-ci, ils l'ont vraiment bien mis en avant parce que maintenant, on voit les boobs. Et oui, c'est vrai que le Ranger jaune, faut savoir que c'était un mec, le Dans la version Ranger jaune japonaise. était un type. Et ouais. Sauf que. Attention, est un homme dans le costume, mais pour la version Oui, Sentai, c'est l'acteur, on va dire, non casqué est un homme, mais effectivement, au niveau de la version américaine, c'est une actrice qui incarne le personnage, mais dans le costume, effectivement, du moins pour la première saison, faut attendre longtemps avant que la jaune soit une femme dans le les deux doubleur, cas. c'est un homme. Hein. Alors voilà, Et- moi après, Et puis justement, à l'époque justement, les cascadeurs dans les costumes c'était des hommes qui jouaient les femmes. Ah, même encore. Hein. Le Ranger Non, jaune, non, là, c'est pardon pour les rose, Sentai non, de c'est une cette femme, année, je depuis crois. 2-3 ans, non, c'est des femmes. Depuis 4-5 saisons, c'est des femmes qui sont dans les costumes des filles. d'accord, au moins au moins j'aurais appris un truc. Comme quoi, je me coucherai moins con ce soir, un peu comme chaque jour. Donc finalement, les costumes actuels, modernes, donc du nouveau film donc de 2017, je trouve personnellement qu'ils ont quand même une sacrée gueule. C'est pas mal, vraiment les costumes sont plutôt bons. Moi j'ai envie de leur donner leur chance, j'ai envie de rester positif et de me dire que ça peut donner un bon produit. Et vu les scénaristes qu'ils ont quand même, le premier qui me viendra en tête ce serait Ashley Miller qui a quand même scénarisé pour X-Men First Class, ce qui n'est pas rien. Il a aussi scénarisé pour Fringe et apparemment pour le film Thor. Donc je me dis que ça apporte déjà un point en plus pour le film Power Rangers. Et donc ces costumes-là, pour en revenir aux costumes parce que c'est quand même le sujet principal, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Spider avait aussi expliqué le losange qui était sur le torse, qui du coup est quand même aussi un bel hommage aux costumes originaux. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un bon point, j'ai envie de dire. Ça peut être un énorme point positif à voir. Voilà. De toute façon, si je peux me permettre, mon cher Esmeo, Mais c'est que si on restait avec des costumes dans la lignée pure spandex comme les séries actuelles ou même d'autrefois, faut se dire une chose, c'est que il y aurait pas un certain impact au cinéma. C'est-à-dire que ce que l'on voit au cinéma, finalement, on peut le voir sur le petit écran. Donc, à quoi que ça sert d'aller le voir au cinéma? Il faut vraiment renouveler. Et justement, c'est ce que je suis un grand fan de la première saison de Mighty Morphin.
Pour moi, Mhm. c'est un petit peu mon Graal, même si c'est bourré de défauts et que c'est très très kitsch. Mais c'est vrai que avec l'arrivée de ce nouveau film, il faut vraiment partir sur du renouveau, quoi. On pourra, faut vraiment faire la part des choses, hein. C'est-à-dire que le film, c'est le film, la série, c'est la série. Il faut quand même du renouveau pour la licence, mais pas que pour la licence, c'est aussi pour tout ce qui est produits dérivés, pour tous ceux qui misent beaucoup d'argent dedans, hein. Mais faut se dire quand même, c'est que voilà, on a besoin de ce film, mais ce film ne fera pas disparaître la première série avec les premiers acteurs de l'époque, quoi. D'ailleurs, en parlant de série, il se trouve d'ailleurs que le film de 2017 sera d'ailleurs en parallèle de Power Rangers Ninja Force, si je dis pas de Non, bêtises. Ninja Steel. Ninja Steel. Ninja Force, c'est non coréen. Ah, autant pour moi. Donc, j'ai du mal avec cette série-là, Ouais. étrangement. J'ai du mal dans le nom. Mais ce que je veux dire, finalement, ça veut dire qu'il va y avoir une série Power Rangers, un film Power Rangers, et un peu à la manière de Arrow et Flash qui n'ont aucun lien avec Man of Steel. Et bah finalement, les séries Power Rangers n'auront aucun lien avec le film Power Rangers. Tout à fait, tout à fait. Ça part dans ce sens-là. Pour moi, je suis pas surpris. Moi, en ce qui me concerne, je suis pas du tout surpris. Je me Moi non dis plus. pourquoi pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que en plus la promo Alors, grosso modo, quand le film va être lancé, comment expliquer ça? Euh, je reprends. Quand la promo du film va commencer à se lancer, que ce soit les Américains ou les Européens, on sera sur la fin de Dino Supercharge. D'accord. Et on sera aussi sur le début du lancement de la gamme de produits Ninja Steel. Ils vont quand même se faire un peu de concurrence, ça veut dire, entre le film et la série alors. Il n'y a pas de concurrence. C'est tout marketing en fait. C'est vraiment, ce sont des gros marchés, tout est calculé, c'est comme ça. C'est pour que tout le monde rapporte un petit peu d'argent. Et justement, peut-être de commencer à annoncer le film en même temps que les jouets Ninja Steel, le lancement des jouets Ninja Steel et la fin de Dino Supercharge, ça va peut-être permettre justement aux gens d'avoir un petit peu plus d'intérêt et justement d'avoir sur tout ce qui est produits dérivés et sur tout ce qui est commercial un impact beaucoup plus fort. Mais alors, je vais quand même te poser la question, étant donné que tu es un petit peu le Pierre Bellemare des Power Rangers. Tu dis je ça savais pour que l'âge? Oh non, non, pas du tout. Non, parce qu'en plus, il est pas plus vieux que moi. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la série Ninja Steel risque d'avoir justement d'avoir quelques ennuis d'audience parce que le film aura accaparé toute l'attention? Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, la série va commencer au mois de février aux États-Unis, c'est-à-dire en principe une semaine avant ou après le lancement de la nouvelle série Sentai au Japon. Donc déjà, ça pose pas de problème au niveau des audiences, que ce soit du côté Power Rangers ou du côté Sentai. Ensuite, du fait d'avoir la série Power Rangers Ninja Steel qui sera commencée, peut-être qu'à la fin des épisodes, il y aura peut-être de la pub justement pour le film. C'est une supposition que je fais, mais c'est possible. Ou après, ils peuvent très bien partir sur une toute nouvelle stratégie, c'est-à-dire repousser la sortie de la série pour sortir le film. Mais ça, je n'y crois pas trop, quoi. Je pense qu'ils sont vraiment bien paramétrés, bien lancés Ninja Steel pour pouvoir ensuite lancer le film, et puis ensuite on aura les deux produits en simultané, quoi. À savoir quand même que Ninja Steel va se diviser en 2 années, comme ça a été pour Dino Charge Super Charge, Samurai Super Samurai et puis Megaforce Super Megaforce. Donc, faut s'attendre à ce que ça s'appelle Ninja Super Steel ou Super Ninja Steel. Oui, peut-être, sûrement. Après, je suis pas fan Ou de ces noms avec le mot super. Mais bon, on verra bien. Mais c'est surtout par rapport à ça, c'est par rapport à Nickelodeon, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est Nickelodeon qui demande, avec le contrat qui a été établi, des saisons de 20-22 épisodes, pas plus, parce que Nickelodeon possède un gros bouquet de programmes. Après la diffusion aux États-Unis, ça c'est autre chose, ça faut pas rentrer dedans, puisque chez nous c'est différent. Mais effectivement,
Là, il y en a encore pour 2 ans avec Nickelodeon. Après, c'est le grand mystère, sachant que, puisqu'on parle du film Lionsgate, c'était déjà proposé pour tourner une série de Power Rangers. Mais sans transition, on va pouvoir parler un petit peu, parce qu'on parle du film, mais revenons un petit peu, quasiment 20 ans en arrière, et revenons ensemble sur du coup la première série Mighty Morphin Power Rangers, avec mon magnifique accent anglais comme une vache espagnole. On va reparler un peu du contexte. Donc la première saison de Mighty Morphin Power Rangers est adaptée du Sentai, donc The Ranger. On sait tous que le Ranger jaune de Power Rangers est une fille, sauf que la version originale, le Ranger jaune est un mec. Est-ce que là, je ne dis pas de bêtises? Oui. Tout va bien. Que par la suite, sur la saison 2, il y a eu donc un changement d'acteur. Un changement d'acteur qui malheureusement entraîne à cause d'une raison particulière. Mais ne brûlons pas les étapes. Oui. J'ai l'impression de brûler les étapes. Tu vas un peu loin là. Oui, je vais un peu loin. Calme-toi. Allez, tout doux. Tout doucement, tout doucement. Revenons donc sur la saison 1. La saison 1 raconte l'histoire de 5 jeunes gens qui sont dans un... C'est quoi? C'est un centre de loisirs? Un centre pour jeunes? C'est... Dans un centre pour jeunes. Voilà. Mhm. À peu près, on va dire ça. Donc ils sont dans la ville alors, ils sont basés dans la ville d'Angel Grove, hein. Ça par contre c'est quelque chose d'assez important vu qu'on verra cette ville assez souvent dans les séries Power Rangers. Donc la ville se fait attaquer et un certain Zordon téléporte ces 5 petits jeunes pour leur donner les pouvoirs de Ranger. Et par la suite du coup ils se feront attaquer, ils utiliseront leur pouvoir de Ranger et ainsi de suite. Chaque épisode ils mettront la pâtée à chaque Ranger, etc. Enfin chaque méchant envoyé par la grande méchante Rita Repulsa. Normalement, je n'oublie aucun détail. It's time to conquer Earth. Voilà. C'est ça. Donc voilà, normalement, je n'oublie aucun détail. Donc ça, c'est lors de la saison 1. Lors de la saison 2, donc normalement, on va pouvoir enchaîner ça de manière correcte. Lors de la saison 2, il y a donc un changement d'acteur. Et là, je vais laisser la parole à Speeder parce qu'il a quand même... c'est un peu notre Pierre Bellemare à nous. Et il va du coup... Il en met une couche, hein, il y tient. Oui. Ça aurait pu être Maître Capello, mais je ne sais pas quelles sont tes références. Donc notre Pierre Bellemare à nous qui, du coup, va nous parler de ce changement d'acteur, le pourquoi du comment. Je te laisse la parole, mon cher Speeder. Le pourquoi du comment, alors c'est on sait, on connaît, la plupart des fans de Power Rangers Mighty Morphin connaissent les grandes lignes. Après, ce qui s'est passé exactement, on le connaît pas non plus à 100% parce qu'on n'était pas là-bas, voilà. Mais bon, a priori, c'est que les acteurs donc d'Austin St. John, Walter Jones et Thuy Trang sont partis parce que soi-disant ils étaient surtout sous-payés. Thuy Trang, c'est un petit peu différent puisque à ce moment-là, elle voulait reprendre ses études. Mais ce qui est assez marrant, malgré qu'elle a voulu reprendre ses études, c'est qu'elle a apparu dans le deuxième volet de la saga des films The Crow. Voilà. Mais voilà, ce changement d'acteur a été là et il s'est fait très très rapidement et très brusquement. Ça a été très très brutal pour la série parce que justement les derniers épisodes où on voit Jason, Trini, Zach, souvent ce sont des images qui ont été repiochées sur d'anciens épisodes et quand on les voit de dos ou qu'on voit des ombres, en fait ce sont juste des doubleurs. Doublure, Pardon. J'ai justement remarqué ça parce qu'en fait quand on voit dans certains épisodes, je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes où on ne les voit pas physiquement, on voit des doublures de dos, de loin, etc. Et c'est notamment ces 3 ou 4 épisodes qui permettent justement d'introniser les fameux personnages remplaçants, donc Rocky, Adam et Aisha, qui du coup remplaceront respectivement Jason, Zach et Trini. Voilà, c'est ça. Alors finalement le contexte est pas mauvais, hein, mais c'est vrai que c'est dommage d'un certain point de vue, mais bon en même temps... ça fait bizarre, ouais. Ça fait bizarre. Quand t'es gamin, t'es habitué et là, mince. C'est surtout that's encore, life, mais bon, moi, on s'y attache, hein. Si je peux me permettre, les changements d'acteurs comme Trini ou Zach par Adam et Aisha ne sont, à mon goût,
c'est mon goût, ça n'engage que moi, hein, ne sont pas si mauvais que ça. Oui, après, on prend le recul, Après Steve Cardona en tant que Ranger Rouge, là ça passe beaucoup moins bien. Je le Ah, trouve on peut- bien meilleur dans Zeo quand il est un Ranger bleu, c'est-à-dire on va dire un Ranger secondaire et pas un Ranger C'est ça. principal. Enfin, Euh, si je peux me permettre, Rocky n'a jamais été un ranger principal, étant donné que Tommy a vite pris le leadership, reléguant vraiment le ranger rouge à un second plan totalement inutile. Alors effectivement, mais faut quand même, faut bien re-regarder quand même toute la série Mighty Morphin parce que déjà à la base, quand Tommy arrive dans la saison 2 en tant que Ranger blanc, Zordon demande en Ranger, dans la version française, je tiens à préciser, si les Rangers sont contents de leur nouveau chef d'équipe. Sauf que l'épisode suivant, ce n'est pas Tommy qui lance la phrase magique pour se transformer et donc pour le combat, c'est It's toujours Morphin Jason. time! Voilà, Ouais. c'est toujours Jason qui est à la tête. Donc voilà, c'est un petit peu confus scénaristiquement. Bon, il y a beaucoup comment dire, d'incohérences dans la version française. Hein, on sait ce que c'est quand ils enchaînent les épisodes à l'arrache et que tout le monde s'en fout. Donc voilà. Ouais, oui, bah oui. Mais même si après c'est Tommy qui prend le commandement de l'équipe, il y a quand même quelques épisodes où c'est notre cher Billy ou notre cher Rocky qui justement quand même lance cette fameuse phrase et prennent la tête de l'équipe pour diriger quoi. Voilà, c'est pas tout le temps Tommy. Ce qu'il faut savoir c'est que Tommy il est quand même le chef d'équipe, mais même au niveau des combats. Et on le remarquera dans certains épisodes, Tommy est souvent quand même là en tant que 6e Ranger et pas Ouais, The First Ranger. Ouais, pour sauver la mise quand c'est vraiment la Voilà, panade. Ouais. c'est ça. Hein. Alors j'ai aussi remarqué une petite chose, c'est que justement qu'après ce changement d'acteur, quasiment n'importe qui dans Mighty Morphin pourra lancer la fameuse phrase It's Morphin Time. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le chef d'équipe, mais vraiment ça pourra être du coup que ce C'est soit vrai. Billy, Kim, ça pourra être n'importe qui après. Et c'est ça qui est justement, ça donne vraiment une sorte de parité assez agréable je trouve. Comme on retrouve dans le jeu, je vais faire le parallèle avec le jeu Combat Squad, que n'importe quel personnage de ton équipe de Sentai peut balancer le cri, du moins la phrase qui enclenche la transformation. Oui, c'est vrai, Ah, c'est mais pas bien sûr. forcément. Bien sûr, et même très bon jeu, je conseille. c'est même plutôt bien justement de cette phrase It's Morphin Time au niveau que ce soit pas non plus toujours Tommy ou Rocky ou même Jason auparavant, qui a un peu plus de parité. Au moins ça montre que finalement, même si il y a toujours un ranger plus fort que les autres, ça montre que ils sont tous importants aux yeux de l'équipe, contrairement à d'autres séries où c'est toujours le rouge qui prend les décisions, point barre, c'est Oui. comme ça quoi. Alors, je voudrais aussi revenir sur un point important parce qu'on parle de la saison 2. Mais lors de la saison 2, du coup, la méchante principale, Rita Repulsa, est du coup zappée pour quelques épisodes. Et c'est du coup le méchant original créé aux États-Unis, Lord Z, qui du coup deviendra le gros méchant de la saison 2. Jusqu'à ce que du coup, une doublure américaine, Carla Perez, deviendra la nouvelle Rita Repulsa, du coup, pour la saga Power Rangers. Eh oui, vu qu'ils avaient changé de Super Sentai, ben ouais, il fallait bien. Et oui, étant donné que justement la saison 1 adapte du coup la série The Ranger, ouais. la saison 2 elle adapte du coup la série Die Ranger. Ouais, Et Gozai du coup, Sentai Die Ranger, ouais. Du coup ça adapte du coup tous les méchants de Die Ranger, mais en réutilisant du coup le stock footage de The Ranger. Ah bah oui. Ouais. Alors, le titre original de Die Ranger, on peut le traduire par Die Ranger, l'escadron des 5 étoiles. Si on devrait traduire le nom japonais. Ouais. C'est moins classe. Pas que Power Rangers, non, je déconne. Après, ils ont quand même utilisé pas mal de stock footage venant de Die Ranger, notamment avec le Ranger blanc, avec notamment son Zord à lui. Même si je trouve que finalement l'intégration du Ranger blanc dans la saison 2 n'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, il n'est pas censé être dans cette équipe-là, et pourtant ils l'ont plutôt bien intégré. Je trouve ça assez intelligent, je trouve. Oui, effectivement, oui, il est plutôt très très bien intégré, et il n'y a pas que ça qui est très très bien intégré, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, au niveau de la saison 2 de Mighty Morphin, quand justement les Zords Tonnerre arrivent, donc l'épisode en 3 parties, The Mutiny, avec l'arrivée de Lord Z, ce qu'il faut savoir, c'est que on retrouve, que ce soit donc pour l'ennemi à tête de poisson que les Rangers doivent combattre, et justement qui gèle les ordres et qui prend leur contrôle, ce sont des images tirées
de la série The Ranger, parce qu'en fait, au Japon, ils ont dû retourner des épisodes en costume justement pour Power Rangers tellement que la demande était forte. Et justement, quand le monstre grandit, quand le tonnerre Megazord combat ce monstre-là, en fait, on les voit jamais face à face. Le montage est très très bien fait, tel que, au final, les images proviennent de deux séries totalement différentes et pour l'époque, on n'y voit que du bleu, quoi. Que du feu. Que du Ou feu. que du feu, oui. Parce qu'on peut Que aussi, du bleu, ouais. on peut aussi voir du bleu, mais je pense que Billy ne serait pas content. On Oui, voit tout à fait. Billy, ouais. Euh, je voulais aussi revenir sur un point de la saison 2. Alors j'essaie de me rappeler. Si, moi il y a un truc qui m'a un petit peu exaspéré, c'est la sous-utilisation du Ranger vert. Je trouve que dans les premiers épisodes de Mighty Morphin de la saison Ouais. 1, il était quand même assez important, il était puissant, Bah. il pouvait démolir toute l'équipe à part entière. Ben oui, Et par la il est suite, arrivé en il tant peut- que méchant à la base. Voilà, mais par la suite, je trouve qu'il est totalement sous-exploité et qu'il n'y a pas assez l'accent sur le fait qu'il soit quand même puissant. Ok, il perd ses pouvoirs petit à petit, mais justement, je trouve qu'il est quand même assez sous-exploité. Et par contre, une chose assez importante, dans le Sentai original The Ranger, le Ranger vert meurt, alors que justement dans la version Power Rangers, il ne meurt pas, il perd ses pouvoirs, pas jusqu'à la mort, mais justement, c'est comme s'il allait mourir. Et je trouve ça assez intéressant, sachant que je rappelle que c'était une série pour enfants, les Power Rangers. Donc forcément, on ne peut pas forcément parler de mort dans un programme pour enfants. Tu veux qu'on parle de Rémi sans famille? C'est pas tout à fait la même chose, mon cher Wallamar. Il y a des Non, morts. mais Clémentine, voilà. Là, il y a des morts. Oui, mais à la différence, par exemple, de Hendrix, justement, qui décédera dans Lost Galaxy. Alors, c'est pour diverses raisons, hein, elle n'était pas en désaccord avec la production. C'est pour diverses raisons, mais peut-être qu'on y reviendra un jour. À la différence de Hendrix, qui, elle, son personnage est bel et bien mort dans Lost Galaxy, là, Tommy n'est pas mort, il a juste perdu totalement ses pouvoirs, le rendant totalement humain, alors qu'avant, il était juste Ranger. enfin, si je peux me permettre, pour Kendricks dans l'autre galaxie, elle revient à la fin de la série quand même. Hein, Oui, elle est enfin. ressuscitée, hein. Ce qui Ouais, est un petit peu, voilà quoi. c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Hein. Bah, Ouais, le problème, c'est un peu limite. Mais par contre, effectivement, à la base, il y avait Jonathan Sakor à l'époque qui justement a produit Megaforce et Super Megaforce, qui justement voulait respecter la trame du Sentai original, c'est-à-dire il voulait faire mourir Tommy. Et justement, l'acteur qui joue le personnage principal dans VR Troopers devait jouer le rôle du Ranger blanc. Et Tommy, justement, donc Jason David Frank, devait lui changer carrément de série puisque c'était lui qui devait tourner dans VR Troopers. Et finalement, le personnage de Tommy a eu un certain succès auprès des enfants de l'époque, qui fait que Il pétait la classe. voilà, non, mais puis même, moi je pense que c'est même pas l'acteur qui, voilà, c'est surtout le costume du Ranger vert qui c'est faisait ce que je dis, oui. voilà, c'était emblématique. On avait un 6e Ranger qui respectait quand même le design des autres, mais avec des différences, c'est-à-dire que sur ses gants ou sur ses bottes, au lieu d'avoir des losanges, il avait des triangles, il avait des parties dorées, il avait quand même une sorte de bouclier sur le torse. C'est ça. Donc, Alors, bouclier qui n'était d'ailleurs pas le même en version japonaise qu'en version américaine. tout à fait. Oui. Parce que justement, les Japonais à l'époque ne voulaient pas prêter des costumes. Alors, je voulais juste revenir sur un dernier point. Je laisserai la parole à Megiddo qui voulait du coup s'exprimer sur un sujet. Le personnage d'ailleurs, enfin le nom de Tommy Oliver est d'ailleurs inspiré d'un des, je crois que c'est producteur exécutif ou scénariste qui s'appelle Tony Oliver. Tout à fait, et c'est lui qui fera même la voix de Saba, donc le sabre de Tommy, quand il est Ranger blanc. Clin d'œil, clin d'œil. Megiddo, tu voulais jeter sa Non, parole, du coup tu ce que voulais. je veux dire aussi, c'est le problème aussi, c'est que on n'a eu pas de Ranger mort avant Lost Galaxy, c'est justement parce que dans les années 80-90, on avait encore pas mal de règles sur les programmes pour enfants aux États-Unis, et donc fallait pas montrer fallait pas faire mourir un héros, etc. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de censure dans les programmes quand on voit par exemple les remontages pour des séries comme Macross en Robotech ou bien pour Golion en Voltron, tout ça. Ils zappaient les morts des personnages principaux ou bien ils disaient qu'ils partent à l'hôpital. Et donc c'est pour ça que dans Power Rangers, il a fallu attendre que ça s'assouplisse. C'est au niveau donc de à partir de ce Galaxy, ouais, on peut faire mourir quelqu'un, même si c'est le seul cas jusqu'à présent, quoi.
Ouais, mais justement, tu soulèves un point assez important, parce qu'apparemment les Américains aiment bien remodifier certaines choses, notamment plusieurs séries animées comme Pokémon ou encore Yu-Gi-Oh, qui eux-mêmes ont eu droit à la base d'une version japonaise de l'animé et qui a malheureusement été repassée par la case Amérique pour justement censurer certains passages pour ensuite nous le repasser chez nous en France. Si du coup nous on n'a pas eu droit à certains passages de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh. Notamment un passage, alors que pour les fans de Yu-Gi-Oh, vous devez tous connaître, Bakura qui du coup arrache l'œil du Millennium de Pegasus. Dans la version originale, on voit vraiment l'acte, alors que dans la version française que nous on a, qui du coup Oui. passait par la case USA, Pas for kids, ouais. voilà, a été fortement censuré d'ailleurs. Mais c'est comme un épisode de Pokémon qui a jamais été diffusé. Pourtant, qui a été diffusé au Japon, c'est quand Sacha va au parc Safari et qu'il chope ces fameux 30 tauros que nous on n'a jamais vus. Ouais. Parce qu'on voit une arme à feu. Ouais. Voilà. Et oui, ce qui d'ailleurs plus tard n'expliquera jamais comment le professeur Chen dans un de ses chants à Bourg-Palette, il explique que tous ces tauros là sont un Sacha, mais il n'explique jamais comment Sacha possède ces 30 tauros d'ailleurs, c'est assez... Mais Power Rangers aussi possède ce même problème finalement. Et de toute façon, si je me permets, au niveau de Power Rangers aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Lord Z, quand ils ont créé le personnage de Lord Z, au début, Lord Z est quand même un personnage très, très badass, très méchant. Et finalement, petit à petit, ça devient plutôt le comique de service, tout simplement parce qu'aux États-Unis, les parents étaient contre la violence de ce personnage et qu'il y a eu des pétitions d'associations de parents qui ont lutté contre ça. Et donc la prod a décidé de faire le personnage, de le rendre plus gentil. Et de revenir Rita. Alors, avant d'enchaîner sur la saison 3 du coup et les différences avec le film de 95 de David Spicer, je voudrais juste revenir sur un point important et qui pour moi me semble primordial, c'est le doublage. Il se trouve que quand même, on a quand même d'excellents comédiens de doublage. Casting 3 étoiles là. Ah oui, non, même 5 étoiles carrément. Mais 5 étoiles, oui. Parce que entre William Corin qui nous fait quand même Jason, on a quand même également... pour Jason, il faut remplacer par Damien Boisseau, hein, sur certains, oui, alors, il a remplacé. Voilà, Damien Boisseau qui est du coup la voix de Matt Damon notamment. Ouais. Justement, William Corin qui est du coup la voix de Daniel Jackson dans Stargate SG1. Eh oui. Ou la voix aussi de plusieurs personnages dans South Park. Alors, j'ai un peu de mal avec South Park, je ne pourrais pas vous dire les noms, mais... Et on a aussi le fameux comédien de doublage de Bruce Willis. Bruce Willis, Patrick Poivet, ouais. Patrick Poivet himself qui du coup fait la voix du coup de Tommy, de Zordon, ouais. de Goldar je crois aussi. Ouais. J'ai un doute sur le moment. Et aussi de plein d'autres personnages. Et aussi un dernier, alors peut-être qu'il sera un peu moins connu par rapport aux autres, c'est Alexandre Gillet. Oui. Alexandre Gillet qui par la suite, bien des années plus tard, fera la voix de Flash dans la série Flash, fera la voix de Frodon, fera la voix de Sonic, donc encore un autre personnage bleu. Hein. Alors c'est marrant parce que Alexandre Gillet a fait un personnage bleu, donc Billy, un personnage rapide, Flash, et un personnage bleu et rapide, Sonic. Ouais, Sonic dans Sonic X, hein, je le précise. Hein. Voilà, et je trouve ça assez drôle quand même comme truc. Alors il a fait du coup Billy et je crois Skull également. Oui. Ouais. Billy et Skull. D'ailleurs, en fait, quasiment tous les doubleurs du début de Mighty Morphin de la saison 1 c'était tous ceux qui avaient doublé Jetman juste avant, c'est-à-dire le dernier Sentai qu'on a eu en France. D'accord. Tu vas prendre les mêmes. Hein. Ah bah oui, autant prendre une recette qui marche. Ouais. Mais là pour le coup, je trouve qu'ils ont apporté vraiment une aura un peu particulière. Parce que un peu comme les comédiens de doublage de Pokémon de la première série, mais justement c'est des choses qu'on garde justement à l'esprit et en mémoire. Et je trouve que par la suite, les doubleurs des autres séries n'ont pas forcément eu cette même maestria, n'ont pas forcément eu aussi ce même effet. Alors peut-être aussi passer derrière les séries Mighty Morphin, c'est un petit peu difficile, donc ceci explique cela d'ailleurs. D'ailleurs en doublage, je trouve que c'est surtout la partie Disney où on pêche vraiment niveau doublage VF, où là ça avait vraiment descendu en qualité par rapport à la période Charles Saban. Si je peux me permettre, c'est pas vraiment à cause de Disney aussi, c'est par rapport à la Sophie, société de doublage. Où finalement ils étaient en chute libre quoi. Ils ont coulé mais
mais à mort. Et quand on s'aperçoit que par exemple, on a la voix du personnage de Lucas dans Time Force, où on est encore sur l'Air Saban, qu'on le retrouve on retrouve le doubleur aussi sur le personnage de Max dans Will Force. On le retrouve donc justement juste après dans Ninja Storm avec le personnage de Dustin. On le retrouve après Ninja Storm, c'est Dino Tonnerre avec le personnage de Connor. Et on le retrouve encore dans SPD avec la voix de Sky. Et on le retrouve 2 saisons plus tard. Non, on le retrouve sur Mystic Force, pardon. Donc la saison suivante aussi en tant que le Ranger Rouge. Et après sur Overdrive. Et ça fait beaucoup, quoi, de toujours retrouver la même voix. Donc c'est bien joli de tirer les coups vers le bas, de faire des économies, mais moi c'est ce que je dis souvent, pour beaucoup de choses, plus on va tirer vers le bas, plus on va vouloir faire des économies, et c'est là qu'on gagne le moins. Et justement, c'est ce qui a perdu la Sophie, puisque finalement on retrouvait carrément les mêmes voix de série en série, et ça perdait de son charme. Alors, je fais rapidement un truc. Souvent, alors, je suis en train de voir un truc sur le doublage, c'est que des fois Alexandre Gilles était remplacé par Marc Le Cerf. Voilà, Marc Lesser qui du coup, était aussi la voix de Sangohan dans DBZ. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que le frère de Marc Lesser, David Lesser, a fait la voix de Rocky après. Alors David Lesser qui a aussi fait la voix de Sangohan pour certains OAV. Oui. Notamment pour les OAV Fusion et celui de Janenba. Fusion c'est Janenba et l'autre c'est Hildegarde, donc Tapion. Oui. Alors je voulais juste revenir sur un dernier truc, on parle de doublage. Il y a également Alexis Thomasian qui avait fait Andros dans Power Rangers in Space et du coup du Ranger Rouge également dans SPD. Qui du coup je trouve qu'il apporte vraiment un truc un peu particulier quand même. Alors, il y a Donna Renew qui a fait aussi une voix dans le film Power Ranger. Voilà. On parlait d'automation, on parlait de Renew. Hein, voilà. Bah, il a aussi fait un Ranger, je sais plus dans quelle saison, je crois que c'est dans SPD. Ouais. Certainement. D'ailleurs, ça me fait marrer, c'est que justement dans une interview il y a fort longtemps, il avait dit que son rêve en doublage, ça aurait été de vouloir doubler un tokusatsu, c'est un truc à la X-Sort, tout ça, et finalement il l'a fait en le faisant dans un Power Rangers, quoi. Bah, finalement, on l'a bouclé d'une certaine manière. Ouais. C'est ça. On va pouvoir parler. Oui. D'ailleurs, juste une petite dernière chose, un truc assez marrant à propos de SPD, enfin du doublage français de SPD, c'est qu'à la base, la série c'est des Rangers au Japon, et c'était un Sentai qui faisait un peu hommage au shérif de l'espace, c'est-à-dire à Exor, Charivan, tout ça. Et nous, dans la VF, on a fait un hommage à Exor sans s'en rendre compte. Ah. Puisque le chef suprême des SPD, celui qui avait une tête d'oiseau, son doubleur en VF, c'était la voix française d'Ixor. Ah d'accord. Pas mal, j'avoue, voilà, ouais. Vraiment, c'est un hommage sans s'en rendre compte qu'on a fait. Une petite anecdote bien sympatoche au demeurant, ouais. Alors on va du coup parler, on va revenir sur Mighty Morphin, donc encore 20 ans en arrière. La différence entre le film et la saison 3. Alors le film du coup commence comme une aventure classique, sauf que du coup Rita Repulsa et Lord Z délivrent un certain... Ivan Ooze. Ah oui, Ivan Ooze, voilà, je me rappelais, j'avais un doute sur le nom. Un certain Ivan Ooze, qui d'ailleurs ressemble beaucoup au méchant qu'il y aura dans le prochain film Hickman, mais ceci est un autre débat. Non, ça ne me dérange pas, le fait qu'il se ressemble, pour moi je trouve ça cool. Alors Ivan Ooze, qui est pour moi l'un des méchants les plus humanisés, je trouve, en termes physiques. On a pu affaire de simples costumes cheap venant de la version japonaise. Ça, c'était plutôt cool. Un commentaire sur Ivan Ooze, non ? Oui, bah de toute façon, Ivan Ooze, le costume était assez recherché, le personnage est marrant, à la fois marrant dans le sens ironique. Il a quand même un costume qui déchire et un petit peu rabat-joie, vieillot. Voilà, il a tous ces côtés-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est joué par Paul Freeman, qui joue justement dans Les Aventuriers de l'Arche perdue aux côtés d'Harrison Ford. Ouais, c'est aussi dans Hot Fuzz. Hein. Ouais, c'était Belloc, c'est ça, ouais. Ouais, Belloc, ouais. Alors, ce qui par contre me fait un peu rire comme comparaison. Moi, c'est totalement personnel, attention. Mais moi, il me fait penser un petit peu au Joker dans le premier film de Tim Burton de Batman. Ah, le Joker de Nicholson. Nicholson. Ouais, il partage quelques points communs dans l'attitude, je trouve. Si on regarde bien.
Voilà, c'est une comparaison à deux balles. Je ne mais moi, saurais dire. voilà, moi, j'arrive à voir des choses que les gens ne voient pas. Ça s'appelle un mystère. Du coup, on voit également que dans ce film, Rita Repulsa et Zed sont totalement mis de côté. Ils reviennent qu'à la fin du film. Que Zordon n'est pas joué par le même acteur que celui de Hmm. la série. Il y a une Non, sacrée du tout. différence aussi sur Zordon, hein, ce que je suis en train de lire. Ouais. Ah, même Voilà. sur le centre de commande, même sur les décors d'ensemble général, centre de commande, le petit robot Alpha 5, il y a beaucoup de différences, quoi. Alors justement, qu'est-ce qui légitime ou qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de différences par rapport à la série finalement? Alors, à la base, le film devait être la jonction entre la saison 2 et la saison 3. Il y en a qui sont partis dans le staff, sont partis, ont abandonné le film en cours de route. Il y a eu beaucoup de changements de fait, donc ça reste très très flou quand même hein, sur tout ce qui s'est passé. Mais bref, il paraît que ça a été un bordel pas possible et que finalement il y avait eu beaucoup de bonnes idées sur le film et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout été exploités et même voire mis au placard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que David Yost, donc le Ranger bleu, a participé à l'écriture ou à la mise en scène de certaines scènes. Ça, c'est super important parce que il est pratiquement pas crédité sur ce point-là dans le film. Il est plus crédité comme acteur, mais voilà, il a vraiment participé pour la réalisation du film. Mais c'est vrai que pour revenir à tous ces détails, c'est très très flou. Donc au final, c'est devenu une entité à part de la série, quoi. Malgré qu'on garde quand même certains codes de tout ce qui s'est passé avant, etc. Puisque on l'entend, on le sent, et voilà. Peut-être qu'il aurait fallu une évolution justement des costumes, du centre de commande, etc. dans la série, que ça s'est pas fait. Après, est-ce qu'il y a eu un amalgame entre la prod de la série et la prod du film? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, c'est très très fermé et hélas, je dis bien hélas à mon grand regret, on a un film qui n'est pas mauvais mais n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais qui est vraiment à part de la série, même si on garde tous ces Ouais. codes-là, quoi. Alors, niveau box-office, le film a réalisé plus de 66 millions de dollars de recettes mondiales. Hein. Donc, Je crois que voilà, il a été Oh. excessivement rentable. Hein. Il n'a pas été un échec commercial, il a été très Bah très non. rentable. Ah oui, il a été rentable. Après, budget de 15 millions. Voilà, il avait même détrôné les Tortues Ninja à l'époque, hein, ce qui est pas rien. Hein. Mais voilà, quand on. Ah, il y a quand- mieux, voilà. Voilà, il y a quand même eu mieux. Et puis bon, pour l'époque, c'était pour 1995, c'était très très bien. C'était très très bien. Aujourd'hui, quand on le regarde, quand on le re-regarde, on voit donc quand même le robot à la fin, à l'époque, ils ont quand même utilisé le robot, ils l'ont fait en image de synthèse, etc. Chose qui arrivera beaucoup plus tard dans les séries, justement. Bah oui. Ils étaient Alors, quand même assez innovateurs là-dessus et c'était Ouais, enfin, plutôt novateur quand même, mais bon, quand on voit la gueule de l'image de synthèse, ça pique les yeux. Hein. Alors, oui, par contre, ça pique les Ouais. yeux. Je suis entièrement d'accord. Hein. Les techniques n'étaient pas poussées comme aujourd'hui non plus. Après, on dit que ça pique les yeux, mais un truc tout bête, il suffit de regarder Power Rangers Wheel Force ou alors le Sentai Gao Ranger. Quand on voit justement les transformations des robots et l'arrivée des ordres qui sont aussi en image de synthèse, ça se passe quand même quelques années bien plus tard, hein, puisque c'est de 95, on est quand même aux années 2000, 2001. On s'aperçoit que ça fait même toujours mal aux yeux, quoi. quasiment 2002-2003, hein, donc pour Euh, Wild de- Force. 2002 pour la France, oui, exactement. 2001 pour les États-Unis et 2000 pour le Japon, quoi. Donc ça pique toujours les yeux, ça fait toujours mal. Après voilà, moi je dis qu'ils ont quand même été innovateurs sur ce côté-là, mais effectivement le rendu final n'est pas joli, mais voilà, au moins ils ont tenté. Alors, il faut aussi quand même dire que le lieu de tournage du film n'est pas à Los Angeles, mais en Australie. En Nouvelle-Zélande exactement. En Nouvelle-Zélande, donc, j'étais pas très loin. Ah, d'où j'étais- ces différences de décor, ouais. D'où les différences de décor, et surtout que la Nouvelle-Zélande, y reviendront quelques années plus tard, mais sous l'époque Disney. Voilà, et Ouais, ils voilà. continueront après avec sa banque quand il aura racheté à Disney la licence. Ouais, mais bon, la Nouvelle-Zélande aussi, pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce que ça coûte moins cher en termes de production. C'est ça. Même si, et c'est pourtant assez surprenant, habituellement les productions favorisent plutôt Vancouver au Canada.
parce que ça coûte moins cher justement que les États-Unis. C'est vrai. Mais c'est ce qui se passe Ouais. pour le film 2017. Ils sont à Vancouver. D'accord, oui, parce que je prends le cas par exemple de Stargate, de Viper et de plein d'autres séries qui sont censées être américaines mais finalement sont tournées au Canada, à Vancouver. C'est là le truc, c'est que finalement ils préfèrent le Canada parce que c'est moins cher au Canada et d'ailleurs que la plupart des studios comme Studio Bridge sont basés justement au Canada. Donc c'est assez surprenant le choix de la Nouvelle-Zélande justement. Après, du coup, on va pouvoir revenir un petit peu sur... On va pouvoir du coup revenir un petit peu sur la différence entre le film et la saison 3. Donc du coup, Spider a parlé du coup des costumes, notamment avec le casque du Ranger Rose qui n'est pas le même entre celui de la série et celui du film, et du coup l'absence du flingue sur le Ranger Noir qui n'est pas présent dans celui du film d'ailleurs. La différence entre le Zordon du film et de la série, donc celui du film n'est pas interprété par David Fielding. Oui. Il y a également Alpha qui n'est du coup pas le même. Voilà, c'est assez important. Voilà. On peut aussi noter également que dans la série, c'est Ninjor qui du coup leur donne leur pouvoir ninja, alors que là c'est une guerrière amazone dont j'ai totalement zappé le nom, qui Dulcea. leur donne comment Dulcea. Dulcea. En plus, elle a un nom d'épice. Quel nom de merde. Bah, on peut dire que la moutarde lui monte au nez. Voilà. Bon. C'était T'as gratuit. la chance que j'ai pas mon bot qui lance les sons, hein. Parce que je peux Mais pas oui, hein. Je sais. Et en plus, ils ont dû changer l'actrice en cours de route parce que c'était même pas l'actrice qui était prévue à la base. Ah, si, c'était celle-ci qui était prévue au départ, elle est partie, il y a eu des scènes qui ont été tournées avec une autre, et finalement c'est l'autre qui est partie, et celle-ci est revenue. Ça a été tout un merdier au niveau du Oh le tournage. bordel, non mais c'est Ah oui, Ah. non, mais au niveau du tournage, c'est pour ça que Papy Saban, comme on l'appelle entre nous, pour le nouveau film, pour celui de 2017, a préféré repousser des dates en accord avec Lionsgate de la sortie du film, justement pour pas faire n'importe quoi comme ça s'est Sur le passé casting, déjà sur 1995, quoi. Parce que c'est vrai que, du moins, 1995, c'est l'année qu'il est sorti, mais il avait été tourné quand même fin 94. Et effectivement, quand on voit le bordel que ça a été pour eux à l'époque, je comprends tout à fait que Raïm Saban, aujourd'hui, ne voulait pas commettre les mêmes erreurs et justement voulait sortir quelque chose qui puisse vraiment booster la licence, quoi. Oui, mais pour le coup, en prenant les différences entre Ninjor et Dulcea, je trouve quand même que j'ai une préférence pour Ninjor. Je suis pas contre le fait de voir une femme donner quelque chose ou avoir un rôle important dans une histoire, ça ne me dérange pas du tout. Mais au final, l'importance de Dulcea est totalement remise en cause parce que elle ne sert finalement pas à grand chose. Autant Ninjor apparaît plusieurs fois dans le conflit. Opposant du coup Rito face du coup au Ranger, mais du coup Dulcea n'apparaît pas au combat face à Ivan Ooze pour la bonne et simple raison qu'elle explique que si elle quitte son sanctuaire, elle vieillit. Attends, elle nous fait comme la greluche dans Captain Planet là, qui peut pas partir de son île. C'est ça. C'est ça, mais à la base, normalement, on aurait dû avoir une scène de combat de Dulcea qui combat avec les Rangers, justement, en tenue de Ninjetti. Mais ça, on l'a pas eu. Ouh. Dommage. Non, mais il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas eu parce que la Dulcea qu'on connaît dans le film est châtain blonde, alors que sa remplaçante était brune. Et justement, la scène de combat qui avait été tournée, justement, où les Rangers sont en Ninjetti, c'est avec l'actrice qui est brune. Je me rappelle pas de son nom, hein, je peux pas vous le dire. Alors comme oui, ça, mais de mémoire. question, si elle était déguisée en Ninjetti, elle était donc déguisée du coup de la tête aux pieds, on ne voyait pas son visage. Elle n'était pas déguisée en Ninjetti, Oh. pardon. Elle a combattu donc avec les Rangers en Ninjetti, mais elle n'était pas en Ninjetti. Par contre, sa tenue était un petit peu... Il y avait quelques petites différences. Mais c'est dommage parce que s'il l'avait déguisé de la tête aux pieds, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils auraient pu quand même refaire du doublage par-dessus. Et justement, il y a une chose aujourd'hui que les fans disent par rapport au nouveau film, c'est que comme Rita est habillée en vert, c'est elle qui sera Le Ranger vert. le prochain Ranger vert. Et justement, dans Mighty Morphin Power Rangers, à la fin de la saison 2, on voit Tommy, justement, qui se fait attaquer, etc. On coupe une mèche de ses cheveux. Il y a un double de Oui, lui-même et Tom, qui ouais. prend les pouvoirs du Ranger vert. Mais les pouvoirs du Ranger vert, finalement, ont été
on va dire, restauré grâce à ce 7e Ranger. Et finalement, comme Dulcea est habillée en vert, justement, elle aurait pu être la gardienne finale du pouvoir du Ranger vert. Hein. Ce que je dis, c'est attiré par les cheveux, mais voilà, elle aurait pu être justement la gardienne du pouvoir du Ranger vert et justement utiliser les pouvoirs du Ranger vert pour créer les pouvoirs des Ninjetti, par exemple, un truc comme ça, ou par exemple, elle-même devenir un ranger. Mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites dans ce film de 1995. Et comme il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites justement dans la transition de la série de la saison 2 à la saison 3, parce que justement, effectivement, dans la saison 3, on a Ninjor qui est justement le gardien des pouvoirs ninja. Mais comme on sait qu'il y a quand même un 7e médaillon et que ses pouvoirs ont été complètement régénérés, pourquoi ne pas intégrer une 7e personne justement avec un 7e ninja, quoi. Et tout ça, c'est très très dommage. Ouais. C'est très con, mais à ce moment-là, autant utiliser tout cet élément scénaristique pour Ninja Steel, du coup. Ça, Non, ça, on verra bien hein, après. Ouais, On sait Tennessee, pas, hein. mais bon. En même temps, pour Ninja Steel, je pense que ça va être totalement différent dans le sens où moi, c'est ce que j'ai dit à mes collègues de Power Rangers Réunification, c'est que on a commencé avec Mighty Morphin, on a eu une bataille légendaire avec Super Mega Force. Pour moi, la boucle était bouclée. C'est-à-dire, il y a eu toute une génération où ça y est, c'est fini, on passe à une nouvelle génération. On repart avec des dinosaures, donc avec Dino Charge et Dino Supercharge. Et si on fait bien attention, juste après Dino Supercharge, on arrive avec des ninjas. Et si on regarde bien, c'est un petit peu le même schéma qu'on a eu avec les 3 saisons de Mighty Morphin, où on est sur 2 saisons où on est avec les Rangers, et sur la 3e saison où les Rangers deviennent des ninjas, et justement, on a les Alien Rangers qui viennent intégrer les 15 derniers épisodes, qui sont aussi, une sorte de ninja aquatique, quoi. Ouais, ils nous refont le cycle, hein, clair. Donc voilà, pour moi, voilà, moi c'est ce que je constate. Après, beaucoup de gens seront peut-être en désaccord avec moi, mais pour moi, on repart sur un nouveau cycle qui Oui. reprend plus ou moins le même schéma qu'on a Oui, eu donc- à l'époque pendant 4 ans. C'est ça, donc le prochain film Power Rangers, ouais, c'est juste la logique qu'il a voulu. Voilà. Ce qui est Et assez aussi. finalement, si on regarde bien, je me permets de te couper, Sméo, Vas-y. c'est que le film va arriver justement à peu près à la même époque, comme à l'époque Dans de le même timing. 94-95, parce qu'à l'époque, le film a débarqué sur les écrans. Nous, en France, on était sur la fin de la saison 2, on allait enchaîner Ouais. sur la saison 3, et là, effectivement, on aura eu 2 saisons de Dino. Et on va entamer avec une 3e saison de Power Rangers avec par contre du ninja, même si les acteurs sont pas les mêmes, et le film va arriver vraiment entre les deux aussi. En fait, grosso modo, on recommence un petit peu ce qui s'est passé dans les années 90. Ce qui est peut-être totalement une coïncidence pure, hein, mais voilà, on recommence. Je sais même plus ce que je voulais dire en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y aura Si, ça y peut-être est. un film Power Rangers Turbo le film. Avant de conclure justement, parce que je voulais parler un peu de Power Rangers Turbo le film, mais avant de ça, je voulais quand même revenir sur un truc. Parce que tu parles du coup de Dino Charge et Dino Supercharge. Ce qui aurait été cool, je trouve, pour encore plus boucler la boucle, ça aurait été de voir un ou plusieurs Mighty Morphin apparaître dans Dino Charge. Ça aurait été Étant donné bien, que oui. ça aurait été la thématique du dinosaure, et comme ça, la boucle aurait été bouclée. Ouais, comme ils avaient fait avec Dino Tonnerre, où on avait Tommy qui était revenu. Alors oui, alors, de ce que j'ai pu comprendre, et c'est comme un speeder qui m'en a parlé, apparemment ce n'était pas Tommy qui était prévu à l'origine. Non, c'était Austin St. John, et je pense que la petite guéguerre entre Austin St. John et JDF vient de là, dans le sens où au départ c'était Austin St. John, et finalement Austin St. John s'est vu retirer le rôle du jour au lendemain, et ça a été donné à JDF tout simplement parce que les fans à l'époque, le Ranger vert, 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 quoi. Sauf maintenant, il est noir. que oui, bon, effectivement, je dis pas que la série est mauvaise de Dino Tonnerre. Pour moi, c'est une des seules saisons Disney que j'apprécie. Mais je pense que la série aurait eu encore toute une autre envergure, toute une autre ligne directionnelle avec Austin St. John, quoi. Ouais, mais en plus, rien n'explique vraiment le fait mince, comment ça s'appelle, Tommy, du coup, à la base, dans Power Rangers Turbo,
voulait être pilote de course parce que son oncle avait une écurie de voitures, etc., à archéologue. Rien de légitime ou rien n'explique ça, justement. Donc c'est un peu étonnant quand même. Mais c'est ça, et en plus par rapport à des photos dans la série Dino Tonnerre où on voit Tommy étant jeune, justement, avec les cheveux longs, avec Anton Mercer en expédition. Bon, c'est tout un montage, mais ça, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il est parti en expédition juste après la fac. Donc, qu'est-ce qu'il a fait du moins, qu'est-ce qu'il a fait? Pas qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé entre lui et, par exemple, Catherine, Tania, Adam? En fait, on ne sait rien du tout, quoi. Et c'est surtout aussi, on revoit Tommy sur l'épisode Forever Red, où du coup il a Alpha 7 à ses côtés, donc on aurait quand même pu le revoir dans Dino Tonnerre. Et en plus, finalement, il n'y a rien qui légitime ça. Donc finalement, même les scénaristes de chez Disney n'en avaient juste un peu rien à faire et que ils ont adapté ça un peu à leur sauce, quoi. Voilà, c'est ça. Pour moi, la seule chose qu'ils ont réussi à faire de bien, Disney, c'est l'épisode où Tommy est dans le coma, où on revoit donc le Zeo Red, Le White and Green. voilà, le White and Green Mighty Morphin. En plus, le costume donc du Ranger vert a été refait, le bouclier est refait, on le voit, ça se sent le costume complètement. Ils ont C'est dommage parce que finalement il y a de bons côtés, mais en même temps à côté il y a des mauvais côtés. Et comment dire, c'est vraiment une incohérence. C'est par exemple comme Super Mega Force, bon on va pas rentrer dans le débat parce que sinon on va mettre trop de temps, mais scénaristiquement ça passe très bien, visuellement c'est incohérent. Alors, je voulais juste terminer sur une petite chose, et alors, on va faire un sujet bonus du coup, tant pis, vu que vous me lancez là-dessus. Tu parlais au fait d'une boucle et bouclée. Tu me parlais du coup que on a commencé avec des dinosaures, puis des ninjas, etc. Mais rappelle-toi, quand Mighty Morphin est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu comme film en face? Jurassic Park. Quand Dino Charge est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu comme film en face? Jurassic World. Tout Voilà. à fait, mais de toute façon, les thèmes sont choisis, ne sont pas anodins, hein. À la base, ça part au départ avec le Japon, c'est-à-dire que le Japon fait son thème de Sentai souvent par rapport à une sortie de blockbuster qu'il va y avoir dans l'année. C'est-à-dire qu'à l'époque de Gokaiger, donc ce qui a été Super Mega Force pour nous, l'année précédente, il me semble, on avait eu Pirates des Caraïbes, Ouais. La Fontaine de Jouvence. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, quoi. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est c'est un petit peu comme c'est comme au niveau des jouets, c'est pareil. Il y a d'une année à une autre, les millésimes sont pas les mêmes. Là, on a eu beaucoup de films l'an dernier justement sur les dinosaures et beaucoup de jouets aussi, de produits dérivés sur les dinosaures, parce que c'est toujours un truc qui fonctionne auprès des enfants, justement. Et justement, pour ce type de série comme le Sentai ou Power Rangers, le premier public, c'est pas nous les adultes, ce sont les enfants. Voilà. Et ça, Ouais. c'est une chose que souvent on oublie, justement, dans toutes les critiques qu'on peut entendre, c'est que la série, à la base, elle est faite pour des petits gars et des petites minettes de Ouais. 6-7 ans, quoi. Et Ouais, oui, ça veut dire qu'on ouais. est encore des enfants dans notre cœur, c'est pour ça. Ouais, Mais par oui. exemple, pour le thème de cette année, là, les Zyuohger, j'arrive jamais à prononcer ce titre. On voit clairement que c'est un peu une référence aux Gao Rangers, c'est-à-dire à Force Animale qu'on avait eu il y a une quinzaine d'années, quoi. Oui, c'est ça, ouais, à peu près, ouais. Alors, sans transition, on va pouvoir enchaîner sur le dernier sujet qui n'était pas prévu sur la trame, tant pis. Oui. Du coup, on va parler du dernier film, donc Turbo, A Power Rangers Movie, qui du coup s'intercale entre Zeo et Turbo, du coup. Lui est canonique, ouais. Voilà, lui est canonique, lui il entre dans la continuité de la saga Power Rangers. Du coup, adieu Rocky et Billy, et bonjour Justin. Voilà, Justin. Oui. Le petit Justin, le qui maintenant a gamin bien qui- grandi. Oui, bah oui, mais à l'époque, oui, il était petit et ça faisait bizarre de le se voir transformer en Ranger bleu. Et tu dis, ok, ça fait ça, son Ranger. Sympa. Voilà, donc. Oui, alors faut expliquer quand même qu'il était. Alors, Speeder, tu m'arrêtes hein, si j'ai une connerie. Non, pas tout de suite, hein. Attends la fin de la phrase. Je sais que j'ai beaucoup de conneries, mais quand même. Donc, il était prévu que Billy intronise les Turbo Rangers. Il était prévu que Rocky fasse partie de l'équipe. Jusque-là, j'ai raison? Il y a différentes rumeurs à tout ça. Ah, c'est rumeur. Ouais.
C'est des rumeurs, mais bon, on sait très bien que David Yost, donc Billy, a dû quitter la production pour divers soucis avec la production. Oui. Concernant sa vie personnelle, que nous n'évoquerons pas ici par respect de la vie privée, même si je pense que tout se sait maintenant sur le net, mais par respect envers sa vie privée, nous n'évoquerons pas cette histoire ici, parce que ça n'a pas lieu d'être, je pense. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Tout à fait. Steve Cardenas, Rocky, lui, a dû par contre quitter la série alors qu'il était en plutôt bonne entente. Hein. C'est juste qu'il a dû lancer son école de Jiu-Jitsu, je crois. Voilà, il lançait son école en même temps et donc il pouvait pas tout gérer, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et, Quand on devient patron d'une entreprise, on peut pas faire non plus. et lui-même explique dans la série que maintenant il ne peut pas continuer son truc de ranger parce que il a sa carrière dans le Jiu-Jitsu. Alors je crois que c'est Jiu-Jitsu ou Taekwondo, je sais plus. Je crois que c'est Jiu-Jitsu. Oui, ça doit être ça, il me semble. Il me semble. Hein. Alors, Enfin, que il peut pas continuer aujourd'hui au niveau de Power Rangers, mais il continue toujours au niveau des salons. Hein. Bah, c'est être présent à un salon ne demande pas forcément un effort particulier par rapport à une série ou le tournage d'un épisode. Je pense que par exemple, bon, après il a pas été, on lui a pas proposé de venir pour Super Mega Force, mais comme Johnny Young Bosch justement, on leur a pas proposé, mais pour tourner une scène de 5 secondes, je pense que ça aurait pas eu un grand impact sur son emploi du temps. Hein. Oui, mais bon, si les scènes sont tournées en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'il doit prendre l'avion pour faire États-Unis, Nouvelle-Zélande, donc c'est-à-dire qu'il faut être logé à l'hôtel, c'est-à-dire que ça a un coût en plus, ce sera certainement à la charge de la production, donc ça veut dire que pour tourner quelques scènes, puis ensuite repartir aux États-Unis, t'imagines le coût que ça fait. Je pense qu'ils ont préféré faire des coupes dans le budget et préféré prendre quelqu'un qui du coup aura peut-être un peu plus d'influence. Là, par rapport à ça, si tu veux, on pourra en reparler une autre journée parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y aura déjà eu beaucoup de choses. Mais niveau budget, c'est plutôt un amalgame. Hein. C'est surtout que on sait très bien que Tsakor a quand même bouffé le budget, a bien mis la main dedans pour en mettre un petit peu dans ses poches, et au final a fait un petit peu du grand n'importe quoi. Hein. Donc on peut dire que tout le monde était en désaccord avec Tsakor. Ouais, c'est fait. Voilà. Et au box-office, le film n'a fait qu'à peine 9,6 millions de dollars Ah dans ouais, scène mondiale. Le second film a été justement un four. Un four, voilà. J'aurais dit navet, mais bon. Un four, c'est un four. Bah, c'est surtout que niveau scénario, on sent que ça a été retravaillé plusieurs fois, quoi. C'est un peu dommage. Ah, mais justement, le film Turbo, lui par contre fait vraiment la transition entre Zeo et Mighty Morphin. Et Zeo, pardon, et Turbo. Et Turbo. Cependant, moi ce que je trouve dommage, c'est que dans Turbo, on revoit deux acteurs de la première heure, c'est-à-dire Austin St. John et Amy Jo Johnson, donc alias Jason et Kimberly. Et finalement, on les voit donc pendant le film, on les voit à la fin du film, et après dans la série, pouf, ils ont disparu. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils sont où? On sait pas. Oui, bon, c'est le même problème aussi avec l'équipe de Tommy, lorsqu'il passe le passage de flambeau à TJ. Que devient Tommy? Que devient Catherine? Que devient Tania? Que devient Adam? On sait pas. Ils ont disparu comme ça du jour au lendemain. C'est ça. Il me semble que David JDF a été dans les premiers épisodes de Turbo, justement. Oui. Et c'est après que ça a été TJ. Oui, mais c'est en plein milieu, c'est épisode 19 ou 22, je crois, lors justement du double épisode. D'ailleurs, c'est très con parce que dans l'épisode en question, est parti. Tommy. C'est surtout que quand tu regardes l'épisode, Tommy se fait prendre une branlée monumentale, quoi. Ouais. Je rappelle que c'est comme le mec qui mettait une branlée à tous les rangers réunis. Oui. Hein. Mais il a vieilli, hein. Ouais, et puis c'est surtout que Jason David Frank à l'époque voulait partir justement de la série, et que c'est la prod qui l'a retenu. Ils ont fait le nécessaire pour le retenir. Et déjà, ils voulaient partir des Zeo, quoi. Ah oui, des Zeo, ils voulaient partir. Ah oui, 4 ans de Power Rangers, c'était Scantronum. Hein. Mais après, ça peut aussi être très néfaste pour leur carrière, parce que qui a réussi vraiment à avoir une carrière après Power Rangers, à part Amy Jo Johnson qui a réussi à jouer dans plusieurs séries.
Je crois que Chen Johnson de Lightspeed Rescue lui-même joue dans les experts. Il y en a très peu qui ont réussi à avoir une vraie carrière. Donc, Bah, il y a Erin Cahill qui fait Jen dans Time Force, qui a joué beaucoup de second rôle dans différentes séries. dans les experts. Les Bah, experts, il y a eu Chuck. Mais souvent, c'est des épisodes, c'est juste la valeur d'un épisode, c'est ça le pire. C'est voilà. il y a la jeune des RMP qui est devenue le rôle principal de iZombie. Oui, Rose oui, tout à fait. McIntyre. Et justement, au niveau de RPM, on a Eka Darville qui joue dans la série Jessica Jones, Ouais. une série Marvel. Et je crois qu'il y a Sierra Anya, donc la Ranger jaune Megaforce, Super Megaforce, qui a joué avec Charlie Sheen dernièrement, dans Hunger Management. D'accord. Bon, c'est passé un peu inaperçu parce que c'est Charlie Sheen, mais bon. Bah, il est bien, Charlie Sheen. Hein. Ouais. Enfin, il n'est pas du goût de tout le monde, mais bon. Oui, mais bon, après, c'est parce que peut-être aussi que la vie privée de tous ces gens-là est trop exposée Ouais. au grand public, quoi. Ou peut-être que, comme pour les gens de chez AB, ils ont un petit peu l'étiquette Power Rangers marquée sur le front et que ça les Ouais. empêche. Ah bah, de toute de- façon, Oui. de toute façon, c'est plus ou moins ça, hein, de toute façon. Hein. Bah, Bah, c'est un peu le problème des gens de chez AB. Quand ils ont fait Hélène et les garçons, par Ouais. exemple, ils étaient trop estampillés AB et du coup, ça les a un petit peu coulés pour trouver autre chose ailleurs. Mais bien sûr. Mais de toute façon, après, voilà, par exemple, comme Austin St. John, ça l'a pas empêché même s'il a pas persévéré dans une carrière d'acteur, parce que de toute façon, il voulait pas persévérer là-dedans, il a quand même été ambulancier pour Médecins Sans Frontières. Voilà, donc lui, il a réussi à avoir une carrière. Et je crois aussi que le Ranger Rouge Lost Galaxy est devenu avocat, tu m'as dit. Oui, c'est ça, Danis Lavin est avocat. Ouais. Comme Ben, quoi. au Japon, c'est la même chose. Hein, les acteurs sans taille, ils ont galère à faire quelque chose après. Hein. Oui, mais alors au Japon, c'est différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait moi ce que j'appelle la première ère Sentai, c'est tout ce qu'on a connu avant Power Rangers et un petit peu après Power Rangers avec Zyu Ranger, Dai Oui. Ranger, Oranger. Ce sont des gens qui ont plus ou moins réussi à s'en sortir facilement. Dans les nouveaux Sentai aujourd'hui, on n'a pas vraiment des acteurs, on a des idoles, c'est-à-dire qu'ils vont Ouais. faire un truc. Et après, ben, s'ils font autre chose, tant mieux pour eux. S'ils font pas autre chose, ben, c'est leur problème, hein, c'est tout. Hein. Et ça, c'est bien dommage. Ouais. Parce qu'on a plus l'impression qu'on prend aujourd'hui les gens pour de la marchandise que pour leur qualité, quoi. On les prend plus pour leur belle gueule que pour leur talent, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Même dans des prods américaines hein, ou même des prods françaises. Hein. Ah C'est triste à dire. Sérieusement, est-ce que Andrew Gray trouvera du boulot ailleurs? C'est la question que je me pose. Et Ouais, il est parti dans sa carrière de mannequinat, Andrew Gray. Hein. Ah bah oui, bah, il a plus la gueule d'un mannequin de toute manière, donc... Oui, mais par contre, là, tu vois, on parlait tout à l'heure de Dacre Montgomery pour le film de 2017, qui est mannequin et qui devient acteur. Finalement, souvent, c'est pas ces gens-là qui sont les pires niveaux jeux de comédie, etc. Ah bah C'est la preuve, Carla Bruni c'est bien un mannequin et regarde ce qu'elle est devenue par la suite. Oui, Chanteuse oui, pour les dauphins. non mais voilà, non mais ce que je veux dire, Andrew Gray dans Super Megaforce et Megaforce, finalement, c'est pas l'acteur qui joue le plus mal quoi. On voit Azim Rix qui est le Ranger noir et vert de Super Megaforce. Je dis pas qu'il joue mal, hein, attention, hein, voilà, mais je trouve qu'il a un jeu d'acteur beaucoup moins bon qu'Andrew Gray, alors que lui, il a déjà plus ou moins fait des études là-dedans, dans la comédie, etc., qu'il a tourné des petits trucs et tout, et que finalement, il réussit pas à se démarquer, quoi. Alors qu'Andrew Gray, n'ayant eu aucun cours de comédie, étant mannequin, et c'est dommage parce qu'il est très très critiqué par les fanboys américains, moi je trouve que plutôt, il s'en sort plutôt bien, hein. Moi j'ai pas eu de soucis vraiment avec Megaforce et Super Megaforce. Moi personnellement j'ai réussi à apprécier la série pour ce qu'elle proposait. Et alors je l'ai vu en VF et je ne m'en cache absolument pas parce que je suis un fervent admirateur de la VF. Honnêtement j'ai beaucoup aimé vraiment le travail fait sur ces deux séries. Et je n'ai pas eu vraiment de soucis vis-à-vis de ça. Je n'ai pas eu de problème vis-à-vis des acteurs, des actrices, du contenu de la série. Voilà, moi pour ce qu'elle proposait, j'ai réussi à vraiment l'apprécier telle quelle.
Mais voilà, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. C'est peut-être un petit peu, je vais peut-être me faire huer, hein, il y aura sûrement beaucoup de Bouh. commentaires négatifs par rapport à ça, mais quand j'entends les gens qui comparent la série japonaise, la version japonaise avec la version américaine, alors que faut pas comparer, faut prendre les séries telles qu'elles sont. C'est comme si on comparait le Spider-Man de Tobey Maguire avec le Spider-Man Andrew euh, Garfield. Andrew Garfield, voilà, merci. Voilà, c'est deux univers totalement différents, c'est pas comparable. Donc pourquoi Alors, on vient comparer des versions japonaises avec des versions américaines au niveau Alors, de Power Rangers? juste un truc, j'ai noté ça depuis le début de ce podcast, mon cher Speeder. Tu dois avoir un problème avec les prononciations anglaises. Ah oui, non, mais bon, moi je que- parle, je parle l'anglais comme une vache espagnole. Oui, parce que Tobey Maguire. Will Force au lieu de Wild Force et Tobey Maguire au lieu de Maguire. Oui, bah Tobey Maguire. on peut pas être bon partout. Et moi sur ce Alors, côté-là, c'est je vrai. suis très mauvais. Oui, mais bon, tu es bon sur d'autres domaines. Je suis en train de penser à un truc, je reviens sur le film là qui va sortir, Power Rangers, donc qui est basé sur Mighty Morphin Power Rangers. Waouh, Mm, l'accent est là. J'adore ton accent. Ça me fait penser quand ils ont fait Tortue Ninja, du moins le Ninja Turtles, qui était une version raccourcie déjà de Teenage Mutant Ninja Turtles, et là ils font pareil, on passe de Mighty Morphin Power Rangers à Power Rangers. Ils ont fait pareil que Ninja Turtles, ils ont raccourci le titre. Je veux pas dire, mais encore une fois, c'est une forme de continuité. Hein. Bah oui. Et encore une fois, c'est la boucle est bouclée. Hein. Mm. En espérant que ce film-là arrive à dépasser, mais bon, ça me semble un peu maintenant difficile, étant donné que le premier film Tortue Ninja était quand même fait par Michael Bay, et qu'il y avait quand même des noms, enfin au moins un nom connu en la présence de Megan Fox. Donc maintenant, ça va être un peu difficile. Et... Enfin, pour le deuxième film des Tortues Ninja, il y a quand même aussi L'acteur qui joue Arrow. Voilà, Stephen Amell. Ah oui, c'est vrai. Alors, petite info, il y a aussi Sheamus de la WWE qui du coup, alors je sais plus s'il joue Bebop ou Rocksteady, il jouera l'un des deux. Ouais, et l'autre, Je veux voir ça. c'est le père de Stevie dans Malcolm. Sérieux? Ouais. Ah bah merde! Ah, il y a quand même quelques années d'écart entre les deux quand même. Ouais. Mais une fois grimé. Donc voilà, bon ben je crois qu'on aura fait le tour de, Bah ouais. de ce podcast Des années spécial 90. Power Années 90, Rangers. ça. Oh non, c'est plus Power Rangers de manière générale Oui, finalement. ouais. c'est- Bah d'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui sont là. Oui. Vous attendez à quoi, vous, pour la tête des Zords? Parce qu'on ne les connaît pas encore pour le moment, pour le film. Ah, Moi, je un m'attends savant mélange de modernité et de ce qu'ils étaient. moi, je m'attends surtout à un truc qui va plus ressembler aux Transformers de Michael Bay, quoi. Dans le design. Bah, C'est c'est assez C'est les canons actuels, ouais. Avec les Dinobots qu'on a dans le 4ème film. Je m'attends à un truc comme ça, quoi, en fait. Je sais pas du tout, ça me semble Mais assez déjà, difficile quand même. les ordres de l'époque, c'était inspiré de Transformers. Alors, Des je suis pas tout à véhicules fait qui se d'accord. transforment en Je robots. suis pas tout à fait d'accord parce que si tu regardes bien, en fait, les Zords, d'une certaine manière, moi, ils me faisaient plus penser à des Gundam. Ouais. Oui, donc- mais Gundam, je crois que Transformers, c'est plus ancien que Gundam, justement. Non, Gundam, c'est bien avant. Gundam, Ah ouais Gundam, c'est 79 et Transformers, c'est 84. Et quand tu regardes bien les Sentai, les Sentai, à la base, les Japonais sont très pro-japonais eux-mêmes. Ouais. C'est vraiment du japonisant, enfin japono-japonais, Bah, quoi. C'est un peu. Bah, les C'est-à-dire Japonais, que- ils adorent surtout, c'est toujours faire des robots assez cubiques. Bah, c'est surtout que les Japonais ne restent que dans leur petit noyau dur. Donc en gros, le monde extérieur, pour eux, il existe, mais ils s'en foutent un peu. Ouais. Donc ce qui fait que les Zords des Sentai, moi, me font beaucoup plus penser du coup aux robots géants ou aux gros robots des Gundam. Du coup, est-ce que on aurait affaire à des robots type Transformers, sachant que ça peut être aussi risque d'un procès au cul par la suite? Ça m'étonnerait. Mais tout est possible avec Hollywood. Ou est-ce qu'on aurait du coup affaire à de vrais robots en plusieurs parties en kit, quitte à vendre des produits dérivés par la suite? Ah bah, ouais, dans ce cas-là, Ouais, oui. mais là il s'agit d'un film, donc est-ce que le public ne sera pas forcément le même, comme disait Spider? Et du coup, comme le public n'est pas le même, forcément que l'intention marketing de base ne sera peut-être pas forcément la même. Et c'est là que ça devient Ah. aussi une grosse énigme. Si les papas, les mamans, du moins les papas qui ont grandi avec Power Rangers et vont amener leurs gamins, les gamins ils vont avoir les jouets. Faut pas se leurrer. Bah, c'est Bah, surtout qu'en plus, au niveau des jouets,
Power Rangers, la licence Power Rangers mise beaucoup, hein, parce que de toute façon, juste pour petite info, même si ça n'a pas été vraiment annoncé publiquement, la gamme de jouets du film devrait apparaître chez nous pour la France, soit en fin d'année avec Noël, Ouais. soit courant janvier, hein. Donc ça va arriver très 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 vite, hein. C'est encore loin parce qu'on est qu'au mois de mai, mais ça va quand même arriver très très vite. Donc on aura un avis très très rapidement sur les Zords et sur le Megazord final très très rapidement. La preuve, on a déjà un premier visuel sur les costumes, même si c'est que pour moi, c'est pas une photo, c'est une esquisse, mais c'est un dessin, voilà. On a quand même quelque chose qui est arrivé quand même très rapidement, et je pense qu'au niveau du robot et des ordres, c'est pareil, ça va arriver. Ouais. Mais par Bah, contre, effectivement, on risque d'avoir un mélange de différents univers niveau robot. On peut très bien avoir un mélange de robots par rapport inspiré de tout ce qui est Transformers de Michael Bay, du film Pacific Rim, avec quand même ce petit côté quand même clin d'œil de ce qu'on avait et de ce qu'on a encore dans les séries japonaises ou américaines de Power Rangers et de Sentai. Donc effectivement, je pense que ça peut être quand même quelque chose d'assez sympa. D'ailleurs, pour les costumes, et j'ai aussi une autre question. D'après vous, on va avoir des vrais costumes ou ça sera du total CGI? C'est-à-dire, comme on a actuellement dans pas mal de films de super-héros, comme par exemple pour la Panthère Noire et Spider-Man dans le dernier Captain America, où leur costume est entièrement en image de synthèse. À votre avis, ça va être ça ou ça va être des costumes classiques? Costume classique, je pense. C'est une Faut bonne voir. question. Pour l'instant, je pense que le mieux, c'est quand même d'attendre le prochain trailer et ce sera déjà bien pour se faire déjà une idée sur, Ouais. sur la suite des événements. Tout à fait. Bon, bah c'est sur ces belles paroles que nous allons pouvoir conclure ce magnifique podcast. Oui. Je remercie mes invités. Donc, je remercie du coup Spidor, je remercie Megiddo, je remercie Walamar. Ce fut un plaisir. Tout à fait. Et ben, De plaisir rien. partagé, voilà. Et surtout, je vous remercie vous de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup très très vite pour de nouvelles choses, voilà. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!